Il est 9h18, nous descendons dans la cave dont la porte s'est ouverte toute seule. On flotte tous ici. Bienvenue dans mon cauchemar. Bonsoir et bienvenue dans Inspiré de faits réels, je suis Mathias. Et je suis Charles. Ce soir, nous avons eu envie de nous plonger dans un genre cinématographique qui a fait frémir de nombreux amateurs de films d'horreur. Un genre où l'on croise des personnages féminins au visage blafard et aux longs cheveux noirs qui vous poursuivent dans la nuit. Ce genre, c'est celui de la J-horror qui correspond à l'explosion du cinéma d'horreur japonais à la fin des années 90 et au début des années 2000. Nous aurions pu vous parler de l'effrayante Sadako de The Ring, des terreurs numériques de Kairo ou des eaux troubles de Darkwater, mais nous avons préféré renouer avec nos traumatismes d'adolescents. L'heure est venue d'invoquer Kayako, le terrifiant fantôme de la saga Ju-On the Grudge, dont les rats l'ont terrorisé Sarah Michelle Gellar et toute une génération de spectateurs. Face à ce spectre extrêmement dangereux, nous ne serons pas seuls. Nous avons invité deux experts du monde des esprits et des monstres japonais, Amandine et Mathieu de la librairie Yokai. Nous les retrouverons dans la deuxième partie de cette émission pour évoquer le film The Grudge de Takashi Shimizu, sorti en 2004. En attendant, nous allons vous raconter la genèse de ce film qui débarre en 1998 à Tokyo. Enfilez vos costumes d'écoliers japonais et priez pour ne pas entendre le râle de Kayako, car nous partons sur les traces de Ju-On, la saga mythique de la J-horror. Extérieur jour, derrière un lycée de Tokyo. Les vacances ont pourtant commencé, mais deux adolescentes, vêtues de leurs uniformes d'écolières, restent pour prendre soin des lapins de l'établissement. L'une d'entre elles se coupe légèrement au doigt en attrapant un bout de métal près du clapier. Elle se rend à l'infirmerie, seule, en laissant son amie avec les lapins. Lorsqu'elle revient, quelques minutes plus tard, celle-ci a disparu. La lycéenne guette les alentours. Quelque chose semble l'observer depuis les arbres qui entourent le lycée. Soudain, elle trébuche et tombe. Au sol, sans défense, elle voit s'approcher une forme cauchemardesque, une femme totalement désarticulée. À travers les longs cheveux noirs qui lui tombent sur le visage, on distingue des yeux exorbités et un teint pâle comme la mort. La chose s'arrête, observe sa proie un instant, puis avance à nouveau en poussant un terrifiant râle. La lycéenne regarde sur le côté. Elle voit alors le cadavre de son ami, qui ouvre les yeux et la fixe d'un regard diabolique. Les deux créatures s'approchent. Elles sont désormais à quelques dizaines de centimètres. L'horreur dans les yeux de la lycéenne laisse place à la résignation. Elle sait qu'il est trop tard, fondue au noir. Une sonnerie retentit dans une ruelle vide. Un jeune homme à vélo, intrigué, s'arrête et cherche l'origine du bruit. Il trouve rapidement, près d'un tas de détritus, un téléphone portable. Sur l'écran, il peut lire le numéro de la personne qui appelle. Le sang des spectateurs asiatiques se glace lorsqu'ils découvrent qu'il s'agit d'une longue série de 4. Si, en Occident, le chiffre 13 concentre bien des croyances, cette superstition s'applique en Asie au chiffre 4. En chinois, sa prononciation est très similaire à celle du mot mort. L'aspect morbide du chiffre 4 s'est ensuite répandu à travers l'Asie de l'Est, notamment en Corée et au Japon. La superstition est tellement ancrée qu'il n'est pas rare de voir des immeubles, des hôpitaux et des parkings éviter d'utiliser le chiffre. Curieux, le jeune homme décroche. À l'autre bout du fil, il entend le miaulement agressif d'un chat. Il raccroche, mais la sonnerie reprend de plus belle. Lorsqu'il décroche à nouveau, les miaulements reprennent. Le jeune homme s'agace, se demande s'il s'agit d'une blague, et n'obtient aucune réponse en dehors des inquiétants cris de chat. Le vent se lève, souffle de plus en plus fort. L'ambiance est lourde dans cette petite ruelle calme. On entend les gouttes d'eau qui tombent d'un robinet mal fermé. Inquiet, le jeune homme demande alors « Est-ce que vous êtes en train de me regarder ?» Une voix d'enfant lui répond « Oui ». Lorsqu'il se retourne, il découvre un enfant livide assis à côté de lui. La nature s'arrête et le silence s'installe. Le spectre plante son regard dans le sien. Il ouvre brusquement la bouche dont s'échappe un liquide noir. La caméra zoome brusquement sur le visage de l'enfant et un cri de chat fait sursauter le public. Devant leur poste de télévision, les téléspectateurs sont terrifiés. Kayako et son fils Toshio, les futurs spectres de The Grudge, viennent apparaître pour la première fois à l'écran. Nous sommes en septembre 1998, moins de 8 mois après la sortie au Japon de Ring, le film qui a lancé la vague de la J-horror au cinéma. Réalisé par Hideo Nakata,
ce long métrage a connu un tel succès qu'il a lancé une grande vague de cinéma d'horreur japonais qui a déferlé chez nous au début des années 2000. Il a depuis eu droit à un célèbre remake américain, Le Cercle, et à des suites plus ou moins réussies. La J-Horror pour Japan Horror est un mouvement du cinéma qui trouve ses origines bien avant Ring d'Hideo Nakata. Les histoires et l'esthétique puisent dans les contes macabres des ères Edo et Meiji, dans la littérature fantastique du XXe siècle, dans le théâtre japonais ainsi que dans le Buto. Cette danse du corps obscur, née dans les années 60, se caractérise notamment par des mouvements saccadés et étranges que l'on retrouve chez les esprits vengeurs du cinéma d'horreur japonais. C'est d'ailleurs une des influences majeures de Takashi Shimizu, le créateur de la saga Ju-On. Dans une interview pour Neo en 2013, le réalisateur avait expliqué que sa saga se basait sur des souvenirs effrayants de son enfance. Des films, des livres, mais aussi et surtout d'un spectacle qu'il avait vu. Voici ce qu'il a raconté. Je me suis souvenu de ce groupe de danseurs japonais qui avaient peint leur corps nu en blanc et qui se produisaient comme ça. C'était très effrayant à mes yeux. Alors j'ai peint mes fantômes en blanc et j'ai montré leur visage. Et lorsque l'on voit la démarche saccadée de Kayako, la référence aux danseurs désarticulés devient évidente. Au début de l'année 1998, peu après la sortie de Ring, Takashi Shimizu n'est qu'un simple assistant réalisateur. Le soir, après le travail, il prend des cours de cinéma à Tokyo. Hasard incroyable, le grand réalisateur Kiyoshi Kurosawa, à qui l'on doit des chefs-d'œuvre comme Kairo, Audition ou Séance, vient y faire une leçon. La suite, c'est Takashi Shimizu qui la raconte au journaliste américain Patrick Macias. L'exercice qu'il nous a donné consistait à réaliser un court-métrage de 3 minutes à partir d'un script original. Il se trouve que Kurosawa a beaucoup aimé mon film car il était horrifique et que cela correspondait à ses goûts. En fait, je n'ai jamais eu l'intention de ne faire que des films d'horreur. Je veux dire, j'aime les films d'horreur, mais je n'avais pas particulièrement l'intention d'en réaliser avant cet exercice. Et puis Kurosawa m'a présenté un producteur de Kansai TV qui préparait un téléfilm de 90 minutes. À 26 ans, Takashi Shimizu s'est donc retrouvé à devoir écrire et réaliser 2 courts-métrages pour Gakko no Kaidanje, une anthologie d'horreur destinée à Kansai TV. Et malgré le soutien de Kurosawa, qui réalisait les plus longs segments du téléfilm, ce n'était pas gagné. Je n'avais pas d'expérience en tant que réalisateur, donc le producteur n'avait pas vraiment confiance en moi, a raconté Shimizu. J'avais écrit des scripts pour des formats de 30 minutes, mais le producteur m'a dit de baisser à 3 minutes. C'est ainsi que le jeune homme a mis tout son savoir-faire et son envie de terrifier les foules dans ces 2 segments, Katasumi et 4, qui sont les fondations de la saga Ju-On. Mission accomplie. Si tout le monde a oublié Gakko no Kadainje, Kayako et Toshio, les 2 personnages créés par Shimizu, sont devenus des icônes du cinéma d'horreur. Dès l'année suivante, la grande société de production Toei contacte Takashi Shimizu pour lui proposer de réaliser 2 directs ou DVD. Le jeune réalisateur se plonge alors dans ses anciennes notes et idées de script. Il y trouve une multitude de petites histoires d'horreur qui l'unit par un point commun, une maison hantée par une affreuse malédiction. Le tournage est lancé en 1999 dans une petite maison abandonnée de la préfecture de Saitama, louée pour une bouchée de pain. Le budget est minuscule et l'équipe ne dispose que de 9 jours pour tourner les 2 films. Shimizu a pourtant de l'ambition. Il recrute de nombreux acteurs, multiplie les scènes en dehors de la maison et fourmille d'idées de mise en scène. Ju-On 1 et 2, en version direct ou DVD, sortent finalement en février et mars 2000. Le petit budget se ressent, certaines scènes sont ridicules et Ju-On 2 reprend plus d'une demi-heure d'images du premier film. Et sur un film d'1h15, ça fait beaucoup. Mais c'est avec ces téléfilms que se met véritablement en place la malédiction. Ils s'ouvrent tous les 2 sur un panneau qui explique le concept. Ju-On, malédiction d'une personne décédée et rongée par la haine. Elle se manifeste là où cette personne a vécu. Elle entraîne le décès des individus visés et la naissance d'une nouvelle malédiction. Suivent plusieurs séquences ressemblant à des courts-métrages sans lien apparent, dans lesquels des personnages se font tuer hors champ par Kayako et Toshio. C'est à la fin du premier téléfilm que l'on comprend l'histoire qui lie toutes ces morts. Dans l'ultime segment, intitulé Kayako, la légende est enfin racontée. Kayako Saeki, femme au foyer, est amoureuse du professeur de son fils Toshio. Lorsque son mari Takeo l'apprend, il devient foudrage. Il tue sa femme et place son cadavre dans le grenier, puis tue son fils et le chat de la famille dans la salle de bain. Takeo va ensuite assassiner la femme enceinte du professeur de Toshio, emporter le fœtus et le jeter sauvagement contre des poteaux en métal. Le professeur, qui était alors dans la maison des Saeki car il s'était inquiété de l'absence à l'école de Toshio, voit Kayako descendre les escaliers de façon désarticulée. Revenue sous la forme d'un Onryo, un esprit vengeur, elle se débarrasse de lui avant d'aller chercher son mari pour l'entraîner dans la mort. La famille Saeki hante depuis la maison du massacre et tue chaque nouvel habitant, poursuivant la terrible malédiction. Cette histoire glaçante connaît, malgré la qualité douteuse des téléfilms, un tel succès au Japon que les portes du cinéma s'ouvrent à Takashi Shimizu.
Taka Ichize, qui s'est notamment occupé de The Ring et Darkwater, a été le producteur exécutif chargé d'accompagner la saga Ju-On vers le grand écran. La scène de l'escalier et d'autres visuels marquants reviennent, l'histoire de Kayako est de nouveau racontée, mais il ne s'agit pas véritablement d'un remake. Les personnages tués sont différents et on trouve des références à des événements qui se sont déroulés dans les téléfilms. On peut davantage parler de suite ainsi que de relecture du mythe. Le grand changement, outre l'utilisation du 35 mm et l'arrivée de moyens à la hauteur de ses ambitions, se trouve du côté de la narration. Takashi Shimizu garde son chapitrage en séquence indépendante et sa narration éclatée, mais lit le tout d'une manière encore inédite pour lui. Pour son passage au cinéma, le réalisateur va enfin permettre au spectateur de suivre un personnage principal, l'assistante sociale Rika Nishida. Un choix déterminant puisque c'est ce qui a permis au grand public de suivre plus confortablement son œuvre en se concentrant sur une héroïne. Le chemin pour porter Ju-On sur le grand écran n'a pas été de tout repos. Shimizu a raconté que d'étranges phénomènes s'étaient produits pendant l'écriture du long métrage. Il a notamment assuré qu'il avait été, à de nombreuses reprises, suivi par des chats. Il remarquait régulièrement des félins qui venaient l'observer à sa fenêtre lorsqu'il écrivait des scènes du film. Et comme par hasard, cela se produisait à chaque fois qu'il concevait une scène horrifique impliquant le chat de la famille Saeki. Pendant le tournage, l'actrice principale Megumi Okima a également vécu des moments troublants. L'interprète de Rika Nishida a eu comme son personnage le sommeil troublé. Un soir, elle a eu la vision d'une petite fille qui sautait dans sa chambre. Une autre nuit, elle a vu sa grand-mère vêtue d'un kimono blanc qui flottait dans la pièce. Des apparitions spectrales, pas forcément. Megumi Okima a confié qu'elle avait déjà eu par le passé des épisodes de paralysie du sommeil qui peuvent provoquer des visions comme celle-ci. Takashi Shimizu, qui connaît bien ce trouble du sommeil terrifiant, semble s'en être inspiré pour une des séquences de la version cinéma de Ju-On. On peut ainsi voir, dans une des scènes marquantes du film, Rika être tétanisée de peur lorsqu'elle découvre que Kayako et son fils Toshio sont dans sa chambre. Le plan, qui montre Kayako penchée au-dessus d'elle et Toshio assis à ses pieds sur le lit, évoque les représentations artistiques de la paralysie du sommeil. À sa sortie en janvier 2003, la version cinéma de Ju-On explose le box-office japonais et relance la mode des films de fantômes qui étaient alors en perte de vitesse. Avant même la sortie, Takashi Shimizu réalise dès décembre 2002 son Ju-On 2, toujours pour le cinéma. Cette suite raconte l'effrayant destin d'une actrice qui participe à une émission tournée dans la maison des Saeki. Elle arrive sur les écrans dès août 2003 et confirme le succès de la saga. Quand une franchise commence à faire autant de bruit, les Américains ne sont jamais loin. Bien décidés à reproduire le succès de Ring, Ghost House Pictures et la Columbia lancent la production de The Grudge avec Sarah Michelle Gellar dans le rôle principal. Et c'est le film dont nous allons parler ce soir. Et du coup, maintenant que nous vous avons parlé du film, de l'histoire, de la production, eh bien on va parler contexte historique, contexte culturel, puisque nous sommes en présence d'invités. Nous avons invité 2 experts pour cette partie discussion, à savoir le podcast La Librairie Yokai, présenté par Amandine et Mathieu. Est-ce que vous voulez vous présenter, Amandine ? Oui, allons-y. Donc, La Librairie Yokai, un podcast qui parle de yokai. Et pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est le yokai, c'est très largement, on va dire, le surnaturel et l'occulte japonais. Ce qui, du coup, va pile poil avec le sujet du jour, qui est un onryo, donc un fantôme vengeur, en la personne de Kayako Saeki. Mathieu, présentation. Alors, Mathieu, enchanté. Juste pour me resituer, ça fait une dizaine d'années que je vis au Japon à peu près. Et je m'intéresse au yokai depuis que... Je connais le Japon, mais plus particulièrement depuis que j'ai rencontré Amandine, avec qui on a décidé de faire ce podcast. Très bon podcast d'ailleurs, que j'écoute régulièrement personnellement. On en avait parlé d'ailleurs dans les séances du Bureau des Mystères à l'époque. Donc voilà, je conseille beaucoup. Il y a un dernier épisode qui est sorti sur le Tengu, allez l'écouter. Et du coup, alors on va être là pour parler ciné, mais avant, un petit peu de contexte culturel, je disais. Donc Kayako, le fantôme de The Grudge, Ju-On, pour les films japonais. Kayako, est-ce que, première question alors basique, on va recentrer un peu tout ça. Kayako, est-ce que c'est un yokai ? Complètement, on tombe complètement dans le yokai. Pour être plus précis, comme on l'a dit juste avant, c'est un onryo, donc c'est un fantôme vengeur. Mais elle tombe pile poil dans le registre du yokai. Il me semble qu'on a traité un yokai similaire en fait avec notre tout premier épisode, ou plutôt l'épisode 0, où c'était la Kuchisake Onna, qui est typiquement dans le même registre. Et c'est dans la même catégorie, c'est-à-dire les yokai ils sont catégorisés, ils ont genre des noms, là c'est un onryo. Alors catégorisé
c'est un peu, comment dire, vous avez les yokai, donc c'est tout le culte, tout le paranormal japonais, donc forcément, il faut un petit peu, délimiter un petit peu plus ce qu'il y a dedans. Vous avez beaucoup de choses différentes. Là, t'en parlais, Mathias, le tengu, ça n'a rien à voir. C'est un espèce de corbeau géant avec un visage rouge et des yeux dorés. Et quoi. Là, on tombe plutôt dans le fantôme vengeur, donc c'est-à-dire quelqu'un qui a été tué et qui a gardé sa rage en lui et qui va, du coup, tuer absolument tout le monde, hein, globalement. C'est un D'accord. bon résumé du film. Oui, c'est un bon résumé du film aussi, ouais, tout à fait. C'est un bon résumé de The Grudge. Donc The Grudge, film réalisé par Takashi Shimizu, réalisateur qui a réalisé absolument tous les Ju-On avant de réaliser le The Grudge américain. Est-ce que tu peux nous rappeler le synopsis, Charles ? Oui, alors ça va pas être simple, parce que figurez-vous que ce Ju-On, je vais commencer par le Ju-On, donc la version japonaise, eh bien il est découpé en parties, et on commence avec Rika, un personnage donc féminin, une femme qui travaille à un welfare center, et qui doit se rendre chez un client, Takahashi, pour son travail, mais arrivée à la maison, elle découvre une vieille femme, plus tard un enfant dans le placard, et une partie de l'action va se dérouler dans la maison, et en fait on va se rendre compte que dans cette maison a eu lieu un meurtre, qui est celui de Kayako Saeki, j'espère que je le prononce bien, Parfait. de son fils Toshio Saeki. Et du coup, on va assister aux tentatives de compréhension, et notamment à une enquête de la part des policiers pour tenter de comprendre pourquoi des gens disparaissent et pourquoi des gens meurent dans cette maison. Pour ce qui est du The Grudge américain, alors je vais pas rentrer tout de suite dans les différences entre le Ju-On et The Grudge, mais déjà on a une narration qui est beaucoup moins éclatée, donc qui est un petit peu plus facile à résumer, puisque The Grudge, donc aussi réalisé par Takashi Shimizu, se déroule à peu près de la même manière, c'est-à-dire qu'on va avoir un carton au début, un carton explicatif, puis on va avoir Sarah Michelle Gellar qui se réveille tout doucement dans son lit, et on apprend qu'en fait avec son homme, elle a emménagé au Japon, je crois qu'elle l'a suivi ou quelque chose comme ça, au Japon, et qu'elle essaie de se faire à la vie japonaise, qu'elle aussi est aide-soignante, et qu'elle va finalement suivre un parcours un petit peu similaire à celui de Rika. C'était à peu près, j'ai résumé rapidement. Comme ça, il n'y a pas de... Non, mais c'est- on reviendra elle sur... n'est pas sur- aide-soignante, en fait. Elle n'est pas Elle aide-soignante doit travailler en tant qu'aide-soignante pour valider son master. Mais c'est pas vraiment un travail. C'est Ah pas oui, du bénévolat. oui, elle n'a pas le diplôme. Oui, en effet, oui. Tout C'est à en fait. partie comme ça qui justifie d'ailleurs sa présence, c'est que du coup elle est toujours en phase d'études, en Oui. une espèce d'échange, elle est je crois que c'est une espèce d'étude internationale, et d'ailleurs c'est ce qu'on va retrouver dans The Grudge 2 également, où on aura des lycéennes qui sont dans cet établissement international en fait. The Grudge, donc on parle du film américain, 10 millions de dollars de budget, ce qui est beaucoup plus que évidemment la version japonaise qui était plutôt à 3,5 millions. C'est fait sur l'impulsion d'une personne qui est très importante à Hollywood, enfin surtout dans les années 2000, qui est Roy Lee. Roy Lee qui est en fait un des fondateurs de la société de production Vertigo. Et c'est ce monsieur qui a amené aux États-Unis les plus grands films d'horreur asiatiques. En fait, c'est à cause de lui, on va dire qu'on a pas mal de remakes de films asiatiques nuls. Donc c'est lui qui a déniché The Ring, c'est lui qui a déniché VI, Darkwater, Oldboy, donc là le très mauvais remake d'Oldboy par Spike Lee par exemple. Donc en fait c'est ce monsieur, Roy Lee, qui a vu, en fait on lui a envoyé une cassette de Ju-On, le premier film donc japonais, celui qui est sorti au cinéma, pas le téléfilm. Il l'a pris, il a pris les moments les plus flippants, il en a fait une espèce de petite bande démo, il l'a montré aux prods à Hollywood et ils se sont dit ah ça peut être intéressant. Et c'est là que l'idée du remake en fait est née, et c'est le remake dont on parle aujourd'hui. Donc merci ou pas merci Roy Lee, c'est ce qu'on va voir maintenant avec ce qu'on a aimé ou pas aimé dans le film. Et oui, et puis même pour le casting et pour ce qui est de la fiche technique, on peut aussi préciser que, oui, que ce soit dans la version japonaise ou la version américaine, l'actrice qui joue Kayako, donc le yokai, le fantôme, c'est Takako Fuji, donc qui a fait quasiment toute sa carrière au cinéma sur les Ju-On et The Grudge, c'est-à-dire qu'elle ne va pas forcément jouer dans beaucoup d'autres films, mais que Takashi Shimizu a décidé de garder entre le passage de la version japonaise à la version américaine, et on comprend pourquoi, parce qu'elle est... elle a une façon de se mouvoir qui est quand même assez particulière, assez impressionnante. C'est ce qu'il faut préciser aussi, c'est qu'elle est également contorsionniste, Takako Fuji. Donc elle a commencé par le théâtre en fait à la base. Donc il y a zéro effet spécial sur la démarche de Kayako. C'est vraiment entièrement elle qui fait tout.
En fait, il y a une grande relation d'amitié et de respect entre ces deux personnes-là. Shimizu l'a rencontré à l'époque où il était à la fac de cinéma, donc c'était vraiment avant même qu'il réalise son premier court-métrage pour la télévision. En fait, il avait repéré au théâtre au début, il avait été vraiment fasciné par sa présence sur scène, par sa manière de se déplacer, et il l'avait recruté pour un petit court-métrage de 3 minutes qu'il a fait à la fac, qui s'appelait Katayomon, qu'ils ont tourné en un seul jour, et depuis, en fait, ils sont toujours restés ensemble. Quand il a voulu faire son projet pour la télévision japonaise, il a fait appel à elle, puis quand ça s'est transformé en téléfilm, en fait, il se voyait pas faire de film sur cet univers-là, sur l'univers Ju-On, sans elle, puisque c'est vraiment le personnage, quoi. Et en vrai, il paraît qu'elle est adorable, pour ceux qui se doutaient, pour ceux qui se demandaient si elle était vraiment flippante en vrai. C'est une femme adorable. Toutes les personnes que j'ai vues en parler sur les making-of s'accordent à dire que c'est vraiment une personne très 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 gentille. Et si je me Contrairement trompe à ce que pas, son elle a fait personnage 7 laisse films penser. en tout, en tant que Kayako. Non, Alors, j'ai non, pas non, compté, mais elle a pas fait les 7. Bah si, c'est ça. Non, elle a pas fait le 3. Mais en Non, tout, elle a dans toute la série Ju-On, je crois qu'elle a incarné 7 Ouais. fois Kayako. Ah oui, cette C'est fois, ça. ouais. Et que du Elle coup, l'a le jour incarné où elle a dans refusé de Gakko, reprendre son ouais. rôle, a priori, ça a vraiment pas fait plaisir aux gens, quoi. Le public était presque déçu qu'elle ne reprenne pas son propre rôle pour la suite. Bah, elle incarne tellement bien le personnage, c'est vrai qu'elle l'incarne donc depuis les premiers courts-métrages, Les donc c'est téléfilms, ça le ouais, premier ouais, film qui est ouais. sorti, Gakko no Kaitenji sur Tokyo TV, sur Fuji TV, pardon. Et après, elle a fait les 2 téléfilms, elle a fait les 2 films japonais et les 2 films américains, donc Et c'est les ça, au films, total, ouais. ça fait 7, effectivement, c'est bien ça. Et elle ne revient pas pour The Grudge 3, qui est un très mauvais film, donc c'est pas bien grave. Donc, Mais peut-être reviendra-t-elle pour le reboot, on en parlera tout à l'heure. Ah oui. Et oui, et pour terminer peut-être sur le casting, donc dans la version, alors j'avoue que dans la version japonaise du coup, je n'ai pas vu Tête Connue parce que c'est pas forcément des acteurs et des actrices qui sont peut-être énormément exportés à l'international, en sachant qu'on reviendra après, mais Ju-On 2 est globalement quand même bien mieux joué que Ju-On 1. Pour ce qui est du casting américain, par contre, donc Sarah Michelle Gellar, on l'a dit, mais il y a quand même quelques acteurs qui sont connus de nom dans The Grudge, puisqu'on va avoir, alors on a un acteur qui joue dans Lost, j'ai mangé son nom d'ailleurs, Ifan dans mais oui, voilà. Mais on a aussi quand même, on a Bill Pullman qui joue dans The Grudge, Bill Pullman, donc Independence Day quand même, et surtout plus proche de mon cœur, Spaceball de Mel Brooks, comédie assez géniale. Donc on a quand même quelques noms dans le The Grudge américain qui laisse penser qu'il y a un casting derrière qui est plutôt pas mal. On passe à ce qu'on a aimé et pas aimé dans ce film. Est-ce que vous voulez commencer, Mathieu ? Bah écoute, moi ce que je n'ai pas aimé, c'est qu'il fait extrêmement peur. Ah oui, mais attends, tu savais où tu venais là quand même. Alors pas du tout. Il se trouve que quand C'est ça. j'ai pas revu le film pour cette émission parce que je ne peux pas le revoir. Et il se trouve que j'ai vu ce film quand j'ai été hébergé chez un ami. Je suis rentré, ça faisait 10 minutes que le film avait commencé et je dormais dans le salon, donc j'ai dû attendre que le film finisse. Et donc quand j'ai vu surtout le passage de l'escalier, je crois que j'ai pas dormi pendant 1 mois au moins. Donc oui, mais c'est à la fois un point positif, un point négatif. Au final, c'est le Onryo justement. J'avais vu The Ring 2-3 ans avant, il me semble, et c'est pareil, ça met une trouille monstre, et cette histoire de malédiction au final que tu peux pas trop contrôler, ça te met mal à l'aise. Alors moins que The Ring, parce que t'as pas cette échéance de 7 jours, donc tu sais si tu meurs de suite ou pas en fait. Oui, c'est plus rapide, c'est moins sadique. Voilà, moins sadique, je sais pas, mais ouais, c'est peut-être un peu plus rapide. Mais du coup, voilà, donc ce point négatif et positif en même temps de la peur, parce qu'elle est vraiment. Et c'est pas mal, parce qu'en général, quand ils transforment un film japonais en un film américain, ils n'arrivent pas à garder cette peur nippone. Et dans celui-là, je trouve qu'ils ont réussi à bien la garder, en fait. Ça, ce serait peut-être le point positif, du coup. D'accord, ouais, tu trouves qu'ils ont plutôt bien retranscrit ça, du coup. Ouais. Du coup, j'ai un point de Et vue du coup, complètement en Amandine, contrebalancement de ce qu'il vient de dire. Parce qu'on en a parlé un peu, mais moi, j'ai pas regardé de film d'horreur depuis Amityville quand j'avais à peu près 13 ou 14 ans. Et en fait, le film m'a réconcilié avec les films d'horreur, clairement. J'ai pas eu peur du tout. Genre... j'ai été angoissée.
Il y a quelques scènes en fait qui m'ont foutu vraiment les jetons, quoi, où je me demandais ce qui allait se passer, mais j'ai pas hurlé, j'ai pas eu de jumpscare, j'ai pas eu de choses comme ça en fait. Donc moi qui n'avais pas vu de film d'horreur depuis très très longtemps parce que je pouvais plus physiquement regarder, finalement je me pose la question si je vais pas m'y remettre grâce à The Grudge. Bah, ça aurait été un point positif pour moi. Donc c'est que vous avez plutôt aimé, mine de rien. Moi j'ai plutôt apprécié. Oui, en général, ouais, plutôt apprécié. À noter quand même qu'à cause de ce film, maintenant, comme on vit au Japon, on a souvent des placards comme ça, mais les placards au-dessus là qui s'ouvrent. Oui. Hein, et là j'en ai un, je le vois dans la pièce d'à côté là, et à chaque fois que je passe devant, même avant cette émission, j'y pense toujours. D'accord. Et c'est marrant d'ailleurs, ça faisait partie des questions que je voulais vous poser quand j'ai revu les films pour l'émission. Je me suis posé la question sur la taille des pièces et l'agencement de la maison. Elle est immense. Est-ce que c'est immense, on est d'accord. Enfin... Les pièces peuvent être à l'échelle japonaise. Oui. Par contre, ce hall d'entrée avec l'escalier, etc., ça c'est très rare de voir ça. Autant de chambres, il y a même un petit jardin dehors et tout. C'est pas une maison classique qu'un couple ou une famille va habiter, quoi. C'est clairement quelqu'un qui a les moyens. Mais d'ailleurs, ça fait partie des choses qui, je trouve, donnent un peu de cohérence au scénario. C'est-à-dire qu'un Japonais... Alors, un petit peu de contexte, je pense que c'est nécessaire. En fait, au Japon, on n'aime pas du tout les maisons où il y a eu des meurtres ou des suicides. Et en général, plus personne ne va la louer ou l'acheter. Et vous avez carrément en ligne des cartes qui vous disent cette maison-là, il y a eu un suicide dedans telle année, etc. Et du coup, je trouve que ça donne un petit peu plus de cohérence au récit, le fait que ce soit des étrangers qui emménagent dans la maison, parce que clairement, ils n'ont pas forcément cette peur, ou peut-être même qu'ils ne sont pas au courant de ce genre de choses. Donc ça fait partie des points positifs à mes yeux. Ouais, c'est aussi un des points positifs que j'avais dans le film, ça rejoint ce que dit Amandine, c'est qu'il y a une grosse cohérence des personnages étrangers, j'ai trouvé. T'as Sarah Michelle Gellar qui parle japonais mais qui connaît pas non plus Tokyo comme sa poche parce qu'elle est pas là depuis longtemps. On le voit à plusieurs reprises qu'elle est un petit peu paumée, qu'elle demande son chemin, mais qu'elle a fait l'effort quand même de parler un peu japonais, ce qui explique aussi sa présence dans cet établissement international, c'est qu'elle a quand même quelques notions, elle arrive à le parler un peu, et d'ailleurs son premier réflexe quand elle voit Toshio dans la maison, c'est de lui parler en japonais, ce qui n'est pas du tout le premier réflexe de l'américain qui a acheté la maison, qui lui ne sait pas parler japonais. Et quand il voit Toshio, il lui parle en anglais naturellement en mode Who are you? En fait, parce qu'il ne sait pas parler japonais. Donc j'ai trouvé que tout ça était plutôt bien amené, notamment le personnage de Jen, donc c'est la femme américaine qui s'installe dans la maison. Elle est complètement paumée au début, elle sait même pas quel ramen elle achète. On la voit trouver un ramen pour sentir et savoir à quoi c'est. Personne ne fait ça, mais je trouve que sur le coup, ça montre bien le côté. Elle est vraiment paumée au Japon, quoi. Et je trouve ça, c'est un truc que je trouve dans le film globalement, c'est que le côté anglais-japonais est plutôt bien géré, quoi. On se sent perdu pour certains personnages et modérément perdu pour d'autres, comme Sarah Michelle Gellar. Donc je trouve que voilà, la balance est plutôt bien faite. C'était très bien retranscrit l'expérience d'un étranger qui emménage au Japon. J'ai trouvé ça vraiment extrêmement réel, en fait, proche de ce qui a pu arriver à quelqu'un qui parle pas très bien japonais. D'accord, ah oui, carrément. Vous avez trouvé que c'était plutôt... D'accord, ok, très bien. Pour ma part, j'ai pas beaucoup aimé ce Grudge. Mais surtout parce que en le re-regardant, je suis repassé après les versions japonaises. Et mine de rien, les versions japonaises ont un parti pris qu'on va développer un petit peu plus tard, qui est celui d'une narration beaucoup plus éclatée et non chronologique. Et là, le fait que le film essaie de recoller les morceaux de manière assez simple, assez linéaire. Alors on a quand même des flashbacks, on a des choses qui arrivent à la fin qui nous permettent d'expliquer des choses qui auraient pu être expliquées au début. Donc il garde quand même un petit peu ce côté éclaté, mais il le simplifie pas mal. Alors j'ai pas mal aimé les musiques pour le coup, parce que les musiques de Ju-on en l'occurrence, c'est pas trop ça. Les musiques de la version japonaise, c'est pas trop ça. Non, Ju-on, je te vois Mathias, je te vois Mathias. Ju-on numéro 1, les musiques, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Mais j'étais mort de rire. C'est censé me faire peur, j'étais mort de rire. Ce serait la nouvelle bande son de l'émission. Si seulement on avait le droit. Et donc ça m'a un petit peu refroidi sur la version américaine. Après, je trouvais que c'était en effet, et je rejoins votre point de vue là-dessus, c'est que c'était assez malin de jouer sur l'angoisse de jouer c'est-à-dire que c'est un film américain réalisé, comme on l'a dit,
par Shimizu, scénarisé par contre pas scénarisé par Shimizu parce que comme je disais le Ju-On a été réalisé et écrit par Shimizu, The Grudge est réalisé par Shimizu mais scénarisé par Toby Wilkins, et du coup on a quand même un parti pris en effet qui est assez intéressant de montrer le point de vue d'un étranger, enfin de personnes étrangères au Japon, avec tout ce que ça implique en termes de barrière de la langue et de malaise vis-à-vis peut-être de mal faire les choses parfois, ce qui font que Sarah Michelle Gellar elle ose pas forcément parler de ce qui lui arrive, elle ose pas être très explicite ou voilà, et donc du coup ça j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Après le film est quand même très la montée en tension, je l'ai pas ressenti forcément de manière aussi forte, et surtout on perd quelque chose vis-à-vis du Ju-On, c'est le côté un petit peu huis clos au début. C'est-à-dire que je trouve que la maison étant plus grande, enfin les espaces étant globalement plus grands, on perd le côté angoissant de la réalisation un petit peu serrée. Ça rejoint un petit peu la contrainte en fait d'adapter à un public américain un film japonais. On voit beaucoup plus Tokyo dans The Grudge, donc c'est pour ça qu'on a plus de plans de l'extérieur aussi. Mais c'est pour bien marquer le fait que ça se passe à Tokyo, que ce soit immédiatement identifiable pour un spectateur américain, qu'il ait vraiment la sensation d'être plongé au Japon. Donc effectivement, ça casse un peu le côté huis clos, mais pour moi, ça renforce le côté des Américains perdus au Japon, quoi. Donc c'est un petit peu entre les deux. Mais je suis d'accord avec toi, ce que j'ai un peu moins aimé, c'est principalement les différences avec la version japonaise. C'était notamment sur la durée qui est accordée à certaines scènes marquantes. Il y a des scènes qui sont, je trouve, assez vite expédiées dans le The Grudge américain, notamment la scène qui a traumatisé toute une génération, dont moi, où elle apparaît sous la couette. Oui, c'est vrai. Cette scène-là, en fait, dans la version américaine, dans mon souvenir que j'avais d'adolescent traumatisé par The Grudge, elle durait beaucoup plus longtemps dans mon souvenir. Et donc, tu veux dire la mise en tension, la montée en tension, c'était... Ouais, exactement. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que la montée en tension est beaucoup mieux réussie dans la version japonaise. On a même une petite référence à un autre yokai, un autre Onryo et Oiwa. On a une petite référence dans la version japonaise, puisqu'il y a une distorsion du visage de la femme dans l'écran de télévision qui rappelle justement cette figure-là. Donc c'est des choses que j'avais beaucoup aimé dans la version japonaise. Et là, justement, en voyant The Grudge, j'ai été un petit peu plus déçu parce que je pensais que ça durait plus longtemps. Pareil pour la fameuse scène de la douche qui a traumatisé pas mal de monde avec la main de Kayako dans les cheveux de Sarah Michelle Gellar. Dans mon souvenir, elle a été plus longue, et en fait c'est parce que dans la version japonaise elle est effectivement plus longue et la montée en tension est plus lente, alors que là c'est plus direct. On est plus sur un effet type jumpscare, même s'il n'y a pas un gros effet sonore derrière, mais on est plus sur un effet de surprise et pas dans un effet de tension. Et globalement, je trouve que The Grudge américain est un petit peu moins radical forcément que la version japonaise, pour avoir vu le premier téléfilm dans lequel on a quand même un truc très très trash à la fin. Takeo, donc le mari violent, ne fait pas que tuer sa femme et son gosse, hein. Il va se rendre au domicile du professeur qu'il soupçonne d'avoir eu une relation avec sa femme. Il va tuer la femme du professeur, lui arracher le fœtus qu'elle a dans son ventre, le mettre dans un sac plastique et éclater le fœtus sur des barreaux en fer dans la rue. C'est une scène hyper trash, d'une violence extrême, et tellement trash qu'ils l'ont pas gardé pour la version cinéma. Mais c'est vraiment... ils auraient pu le suggérer peut-être dans la version américaine, faire une petite référence à ça, mais globalement tout le film est beaucoup plus aseptisé, même si je trouve que l'équilibre est quand même assez bon dans le film. Et il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont donné plus de place à la fameuse mâchoire qui était présente dans le premier téléfilm et qui ici est vraiment rallongée, et ça fonctionne à fond, quoi. J'avais une autre question sur la naissance du yokai, parce qu'en fait ce que nous explique le carton du film au tout début, dans Ju-On ou dans The Grudge, c'est que donc meurtre dans une rage extrême, ça fait apparaître une malédiction. C'est quelque chose de classique, c'est quelque chose genre c'est un motif récurrent dans les yokai et Onryo, ou pas du tout? On va peut-être ça va couper le son. s'entendre là, on va attendre que ça finisse. Ça va s'arrêter dans 2 minutes, même pas. C'est quoi qu'on entend? C'est en fait il y a un couvre-feu pour les enfants tous les jours à 17h normalement dans tout Tokyo, et ici en particulier c'est à 16h45 parce qu'on est un peu en dehors de Tokyo. Donc ils diffusent de la musique. D'accord. On va dire aux Tous les- enfants parce que les Ah, je pensais que c'était un truc dans la maison, un jouet qui faisait... Non. C'est, D'accord, ok. Du coup, on va peut-être le garder au montage alors. pourquoi pas. Et en fait, très japonais. Les enfants peuvent, en général, sortent tout seuls sans les parents très jeunes, hein, dès 5-6 ans. Mais par contre, ils sont très obéissants. Dès 5-6 ans? Oui, Bah ouais. ils prennent le bus tout seuls pour aller. C'est quoi, 5-6 ans? Ouais, il y a des adultes qui les l'école, hein. accompagnent jusqu'au bus, mais c'est pas main dans la main, quoi. Ils y vont tout seuls. Donc c'est D'accord. parce que c'est un pays extrêmement, quand on tombe pas sur des Onryo, extrêmement safe.
Et du coup, ils écoutent. C'est pour ça qu'il y a ce couvre-feu, pour leur dire bon, maintenant, vous êtes bien amusés tout seul, rentrez chez vous, quoi. C'est pour tester les haut-parleurs aussi. Il y a d'autres annonces pour les tester, les haut-parleurs. Mais c'est vrai que ces haut-parleurs-là sont utilisés pour en cas de tremblement de terre, en cas de tsunami, etc. D'accord, c'est vrai. Et il se passe quoi si jamais un enfant respecte pas le couvre-feu? Rien, c'est juste... Rien. D'accord, ok. Il y a des patrouilles de proximité dans chaque quartier, à proximité d'un Koban qui est un petit poste de police. Et s'ils voient des enfants après le couvre-feu, ils leur demandent juste de rentrer chez eux, quoi. D'accord. Ils vont pas en garde à vue non plus. Non. Donc du coup, Yokai Hanyo, est-ce que c'est un motif? Ouais, est-ce que en fait, ce que j'ai l'impression qu'il y a la manière dont se transmet le truc, c'est que la haine qu'il y a eu au moment du meurtre était telle qu'elle subsiste à la mort de la personne tuée et qu'il y a quelque chose qui reste un peu comme ça. Est-ce que c'est un motif récurrent pour les yokai? D'ailleurs, honnêtement, j'ai pas une culture yokai non plus très, très, très développée. Le fait qu'il y ait une forme humanoïde, que ce soit, en l'occurrence là, un personnage féminin, en tous les cas, enfin une mène qui porte finalement la haine du meurtre qu'elle a subi, dont elle a été victime. Est-ce que c'est le genre de choses qui est récurrent dans les yokai? C'est extrêmement récurrent à beaucoup d'égards en fait, mais le premier c'est que c'est pas seulement en cas de meurtre, en cas de suicide ou même un accident, si jamais ton âme en fait ne trouve pas le repos au moment où ça arrive, donc en général c'est soit parce que tu as été victime d'une expérience extrêmement sordide ou alors parce qu'on ne t'a pas donné les derniers rites quand tu passes la main gauche, et ben du coup ton âme effectivement va revenir, rester sur terre, c'est une espèce d'empreinte en fait qui reste. Et c'est ça qui rend extrêmement dangereux le Hanyo par rapport à d'autres yokai, c'est qu'il est dénué de raison en fait. Il est dénué de raison. Et la seule chose qu'il veut, c'est se venger, mais se venger sur n'importe qui. Donc non seulement c'est récurrent, mais en plus ça fait partie des yokai les plus dangereux en fait que tu pourrais croiser. Ah, c'est les yokai violents. Ouais, très très violents. Et puis tu peux pas les raisonner. D'accord. Quoi. C'est ce qui fait la différence aussi avec quelques fantômes, par exemple américains ou français qu'on peut avoir, c'est qu'en général, ils ont un vouloir. Il y a quelque chose qu'ils veulent récupérer ou qu'on leur rende justice, etc. Le Hanyo, tel qu'on conçoit aujourd'hui dans le monde moderne, il n'y a rien à faire. Ah oui, c'est pure haine, quoi. C'est foutu. Tu le croises, c'est foutu. Tu le vois bien dans tous les films. C'est ce qui arrive, voilà. Oui, en effet, du coup, ça explique aussi en partie la manière dont est montré le yokai, le Kayako dans Ju-On et dans The Grudge, c'est-à-dire que il y a pas forcément, ils cherchent pas, à part dans les films peut-être un peu plus tardifs, ils cherchent pas à l'éliminer d'une certaine manière, à lui rendre un objet. Il n'y a pas une quête, disons, qui serait écrite pour essayer de résoudre quelque chose. C'est pas un puzzle à résoudre, le yokai. C'est en effet quelque chose qu'on subit, tout simplement. D'un côté, Sarah Michelle Gellar, elle essaye de faire la lumière sur le meurtre, de savoir comment ça s'est passé, quelque chose comme ça, mais finalement, ça n'avance à rien de le savoir. Ah oui, ça d'ailleurs, ça fait partie des différences avec le film japonais. C'est-à-dire que dans Ju-On, il y a des enquêteurs, il y a des policiers. Et les enquêteurs, ils enquêtent en fait sur les morts, pas sur le yokai. Ils essaient de déterminer la cause des morts, mais après, il n'y a pas de tentative d'arrêter le yokai. Et Sarah Michelle Gellar, en fait, même si on voit des policiers dans The Grudge, et qu'on voit même, il y a des plans qui sont repris, grosso modo, presque stricto sensu à Ju-On, on voit que Sarah Michelle Gellar, en fait, elle incarne le rôle des enquêteurs et elle fait avancer l'enquête dans The Grudge comme les enquêteurs font avancer l'enquête dans Ju-On. Donc elle endosse un petit peu ce rôle-là. Et ça fait partie des différences en effet entre les deux, où je pense qu'ils ont essayé de condenser quand même dans Sarah Michelle Gellar, dans une actrice, un personnage principal, des choses qu'il n'y a pas dans Ju-On, parce que dans Ju-On, la narration est tellement éclatée qu'il n'y a pas forcément de personnages en parlant de narration principaux. Éclatée, un des trucs qui m'a complètement sorti du film, c'est la gestion, je crois que tu l'évoquais rapidement, des flashbacks, que j'ai trouvé complètement foireuse. Qui m'a... À chaque fois qu'il y a eu un flashback dans le film, en fait, ça m'a complètement sorti de l'histoire, et j'ai pas toujours compris que c'était un flashback dès le début. Et du coup, j'ai trouvé que vraiment, c'était pas une bonne idée, la façon dont ils l'ont amené dans le film, pour amener des réponses, en fait, pour le téléspectateur, clairement. Mais... C'est un problème qui sera encore plus fort dans The Grudge 2, d'ailleurs. Dans The Grudge 2, c'est n'importe quoi. J'avoue que The Grudge 2, j'ai dû après relire des synopsis pour essayer de comprendre. Je ne comprenais pas ce qui se passait dans The Grudge 2, honnêtement. Je suis allé sur Wikipédia aussi. C'est hallucinant. Je trouve ça dingue. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont, à mon avis, essayé d'occidentaliser la narration de Ju-On, à savoir que Ju-On, ce n'est pas une narration linéaire chronologique. Ça va être des parties. Chacune des parties a le nom d'un personnage, et le personnage va être le centre de la partie. Sauf qu'en fait, dans la partie, elles sont pas du tout dans l'ordre dans lequel se situe l'histoire. Et ça, je pense que les flashbacks, c'est une manière, d'américaniser, d'occidentaliser la narration un peu éclatée
qu'il y a des Ju-On, mais c'est plus clair dans Ju-On parce que mine de rien, il y a un panneau à chaque début et fin de partie. Donc même si c'est un petit peu dur de les remettre dans l'ordre, on a toujours des indices qui nous permettent de le faire. Tu vois que Ju-On, ça vient à la base du court-métrage, quoi. C'est le premier téléfilm particulièrement, puis les versions cinéma dans une moindre mesure. C'est vraiment des ensembles de courts-métrages qui sont unis par un fil rouge, donc qui est la maison, en fait, et les différentes personnes qui ont habité dans la maison. Mais tu as l'impression que, oui, Shimizu a commencé par des courts-métrages de 3 minutes, et là, en fait, il segmente énormément son film en différentes petites œuvres qui se répondent entre elles, quoi. Avec des personnages qui reviennent, certes, mais je trouve que limite, il y a certains segments que tu peux prendre, et c'est un film d'horreur, un cours d'horreur à part entière. Dans Ju-On 2 par exemple, dont on parlera tout à l'heure, il y a toute une séquence qui est complètement dingue qui se suffit elle-même. Ça pourrait être un film d'1 heure si tu l'étendais, sur la présentatrice d'une émission qui est donc hantée par l'esprit de Kayako et qui entend des bruits dans le mur de sa maison et qui sait pas ce que c'est. Et donc je ne révèle pas ce qui se passe à la fin, je laisse aux auditeurs la surprise de regarder Ju-On 2, mais toute cette séquence-là est complètement dingue, ça pourrait vraiment être un cours à part entière, voire un long métrage, quoi. C'est ce que j'ai préféré d'ailleurs dans Ju-On 2, qui est le meilleur film de la saga à mes yeux, mais on y reviendra tout à l'heure, ça je pense. Du coup, pour terminer là-dessus, sauf si vous avez d'autres choses à rajouter, on préfère la version japonaise ou la version américaine, Mathias ? En ce qui me concerne, on va faire un avis en 2 parties. D'un point de vue cinématographique, je préfère la japonaise. En plus, la japonaise a l'avantage d'avoir aussi un univers qui est beaucoup plus étendu et beaucoup plus riche et intéressant, je trouve, par rapport aux suites de The Grudge américaine. The Grudge a eu 2 suites, The Grudge 2, The Grudge 3, dont une en direct ou DVD qui est vraiment naze. Ouais, alors que dans la version japonaise, même s'il y a des choses qui sont pas terribles, qui sont sorties par la suite, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant, ne serait-ce que pour Ju-On 2, qui est vraiment un excellent film. En revanche, j'avoue avoir une préférence pour The Grudge pour ce qui est du premier film. Si tu me demandes de comparer Ju-On et The Grudge, j'ai une préférence pour The Grudge parce que c'est celui que je vais regarder le plus souvent, je pense. Pour un soir d'Halloween, c'est tranquille. Et puis il y a ce côté un peu réconfortant du film d'horreur qui utilise des codes classiques à l'américaine que j'aime bien. Oui. Je pense que les auditeurs d'Inspiré de Ferrell commencent à savoir que mes films préférés sont les films d'horreur nazes du début des années 2000, type Souviens-toi l'été dernier. Fin des années 90, début 2000. Fin des années 90, début 2000. Donc en fait, je retrouve tous ces codes-là dans The Grudge, appliqués justement avec là d'autres codes qui viennent du cinéma d'horreur asiatique, et je trouve que le mélange des deux fonctionne très bien. Et ce que je re-regarderai le plus souvent, finalement, je pense que ce serait le The Grudge américain, même si j'ai beaucoup d'affection pour la version japonaise. D'accord. Moi, honnêtement, je préfère la version japonaise. J'ai pas forcément trouvé un immense plaisir dans la version américaine. La version japonaise m'a étonné en fait. Il faut savoir que le premier Ju-On, il a été réalisé avec très très peu de budget, qui a un budget de production qui est ridicule. Les musiques, j'expliquais, sortent complètement. Il y a un problème de musique. En fait, il y a un truc assez incroyable, c'est que il y a une musique. Vous voyez une scène classique de film d'horreur où le héros ou l'héroïne essaie de trouver une clé. Il est enfermé dans une pièce et essaie d'ouvrir une porte. Et il y a une musique un peu en tension. Et là, ils utilisent cette musique un peu rapide, un peu en tension pour tout et n'importe quoi dans le film. Il y a 3 morceaux de musique dans le film. Il y en a un qui sert toujours au début des parties. Genre c'est le moment cool, c'est le moment sympa. Et après on bascule tout de suite un espèce de morceau super cliché, bizarrement rythmé, qui colle pas du tout au rythme du film. Pour les oreilles c'est un enfer. Et pourtant, je préfère quand même, alors que la version américaine a plutôt des musiques assez honnêtes de ce côté-là. Et pourtant, je préfère quand même la version japonaise parce que ça m'a honnêtement pas mal scotché. Il y a un travail quand même sur la photo pour un film avec si peu de budget que j'ai trouvé assez chouette. Ils ont sacrifié énormément de choses à l'autel de la lisibilité entre la version japonaise et la version américaine. Et j'avoue que le côté radical de la version japonaise me plaît beaucoup. Et j'ai, comme toi Mathias, une énorme préférence pour Ju-On 2, que je trouve je trouve que c'est un film extrêmement réussi, qui a, à mon sens, juste quelques problèmes de rythme, c'est-à-dire qu'il conserve un rythme un peu similaire sur tout le long, et du coup ça le rend parfois un tout petit peu monotone. Il n'y a pas trop de montée en tension, mais pour le coup j'ai vraiment préféré les versions japonaises, et j'étais assez étonné. Je pensais que j'allais pareil me retrouver un petit peu dans un certain confort agréable pour la version américaine, mais au final j'ai adoré cette version japonaise.
On passe peut-être à notre prochaine partie, et celle aussi où vous allez intervenir, Mathieu et Amandine, à savoir The Grudge, donc le remake, plus américain ou plutôt japonais. Nous, c'est une question qu'on se pose en tant que spectateurs occidentaux, parce que les deux films, comme on le disait, ont le même réalisateur. Est-ce que pour vous, et vous avez déjà commencé à répondre tout à l'heure, est-ce que pour vous, The Grudge conserve des éléments qui en font un film pas forcément japonais, mais où on voit des inspirations assez claires? Moi, ce que j'ai trouvé, je crois que je l'ai dit un petit peu avant, mais c'est que c'était une très bonne réussite en termes de film américain qui se passe au Japon. Parce qu'il reprenait à la fois les codes de la vie japonaise, mais avec cette espèce d'histoire un peu à l'américaine qui se passe dans le pays. Moi, ça m'a pas choqué, et au contraire, je me suis beaucoup retrouvée en tant qu'étrangère qui habite au Japon dans l'histoire de Sarah Michelle Gellar. Et aussi, j'ai trouvé que le film ne tombait pas trop dans les clichés du film qui se passe au Japon aussi, notamment le fait qu'il soit pas ouvert sur une scène de torii ou de temple ou de trucs qui sonnent japonais, tu vois. C'est une vue d'Asakusa, je crois. Il me semble, ouais. C'est un quartier d'Asakusa relativement urbain, avec des petites tours et tout ça. Et franchement, le fait que ça s'ouvre pas sur un truc cliché, ça m'a fait vachement plaisir. Rien que ça, j'ai trouvé qu'il tombait pas dans le piège, quoi. Donc il y avait ça. C'est vrai qu'il y a quelque chose. C'est pas bête dans l'imagerie. C'est vrai que j'y avais pas pensé jusque là, mais en effet, il y a quelque chose de pas bête dans l'imagerie, de pas nous mettre en effet des choses qui soient des purs stéréotypes. Ouais, c'est-à-dire que tu reconnectes au Japon, t'as pas besoin de faire l'effort mental de te demander où tu es, mais en même temps, c'est pas les images classiques des animés, des mangas ou des trucs que tu peux voir sur les livres de voyage, justement. Et, il tombe aussi, par contre, et ça c'était intelligent de leur part, dans les petits, les petits travers que des étrangers peuvent avoir au Japon. Moi, ça m'a fait bondir tout le long, peut-être pas toi à l'époque, Mathieu, mais ils rentrent en chaussures dans la maison. J'avais envie de les égorger. On leur souligne, d'ailleurs, Mais d'ailleurs, tous les gens qui sont rentrés en chaussures dans la maison, ils sont morts dans le film. Hein. Moi, je vois un petit lien que vous avez fait là-dedans. À mon avis, ça n'a pas plu à Gaëtan. Tous les gens qui rentrent dans la maison meurent en général. Hein. Oui, aussi. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je voyais quelqu'un monter dans le genkan, donc qui est cette marche en fait où tu retires tes chaussures, parce que ça se fait pas du tout ici de rentrer en chaussures dans la maison, je me disais, toi, ça va pas se passer pour toi. Et tu sais que même sur le tournage, il y avait ça. Hein. C'est ce que j'ai vu. Là, je regardais le making-of de The Grudge 2. Et dedans, tu vois les acteurs qui sont vraiment priés d'enlever leurs chaussures avant d'entrer sur le plateau. Ah ouais, parce que le plateau représente une maison. Donc, techniquement, c'est une maison. Donc, t'enlèves tes chaussures. Et donc, tu les vois à chaque fois devoir les enlever. Ils comprennent pas la coutume. C'est-à-dire que dis-toi qu'ici, outre dans les maisons, ça arrive dans les temples, ça arrive dans certains restaurants, certains magasins. On te demande de retirer tes chaussures quand tu rentres. C'est vraiment pas inhabituel. Et effectivement, c'est au contraire, c'est très très mal vu. Pour plein de raisons en fait de rentrer en chaussures dans la maison. Donc voilà. Et d'ailleurs une des raisons de sortir les chaussures, c'est parce que donc dans la culture shintoïste, dans la religion shintoïste, qui est une religion animiste avec beaucoup de ce qu'on appelle des kami. D'ailleurs le tengu qu'on a traité est proche d'un kami. Hein. Certaines espèces de tengu sont des kami même, on pourrait dire. Il y a le kami de la maison et le fait de se déchausser, c'est une des raisons, hein, c'est pas l'unique raison, mais le fait de se déchausser est une sorte de marque de respect. De respect par rapport au kami de la maison. Donc c'est marrant parce que du coup avec le film The Grudge, il rentre avec les chaussures, c'est de l'irrespect total, donc la maison se venge. Quick. Donc voilà, il y a eu à la fois ces détails qui rappellent la culture américaine, mais qui rappellent aussi la culture japonaise. J'ai trouvé que c'était un très bon mix en fait entre les deux. Après, pour moi, le déroulé de l'histoire, effectivement, il était très américain. Et notamment le flashback final qui nous explique tout de A à Z. Pour moi, c'était un peu inutile, honnêtement. Et le fait de le faire juste avant la fin, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Donc, américain en japonais, je dirais que c'est quand même plus américain que japonais. Mais après, en termes d'atmosphère et de feeling, vu que l'essence du film, c'est la maison, et que la maison a quand même des pièces bien japonaises, notamment, je le rappelle encore, mais avec ce placard-là. Et la baignoire. Et la baignoire, qui est aussi... les Japonais adorent les bains. Oui, et à ça, je rajoute aussi une fenêtre qui donne d'une pièce de la maison sur une autre pièce de la maison. Est-ce que ça, c'est quelque chose de classique? À un moment donné, je sais pas si c'est la salle de bain. Bon. Je sais pas si c'est dans le grenier. Il y a un visage à un moment donné qui se colle à une fenêtre qui est de. Mais c'est pas des fenêtres. Une pièce de la maison et une autre pièce de la maison. En verre poli. C'est des portes en verre. En fait, du coup, c'est des portes coulissantes, comme tu as derrière. Tu m'as peut-être vu la glisser. Et en fait, elles sont en verre poli. Donc ça fait passer la lumière, mais ça coupe quand même. D'accord. Mais c'est classique.
D'ailleurs, il me semble que dans la version japonaise, c'est des panneaux en papier à la place, et que sur la version américaine, ils ont changé pour mettre du verre. On parle bien de la séparation qu'il y a entre le salon et la chambre de la vieille dans la Je maison. pense, ouais. En général, oui, dans les maisons japonaises traditionnelles, c'est du papier. Ouais. D'ailleurs, c'est la même maison, Ouais. je crois, dans Ju-On Never Grudge. C'est la maison. Euh. Alors, je sais qu'elle est à Saitama, mais après. Ouais. J'ai eu Alors, l'impression, en fait, elle en est- regardant des extraits, que c'était les deux mêmes maisons utilisées. Ouais, Oui, c'est en vrai, fait, ouais. c'est la même. Donc tous les intérieurs sont faits en studio, mais les extérieurs sont les mêmes effectivement depuis le début. Il y a juste pour les premiers téléfilms où en fait c'est vraiment tourné dans une vraie maison parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'avoir un studio. Donc ils l'ont vraiment fait dans une maison, et Shimizu disait que c'était horrible de tourner dedans parce que les couloirs sont étroits et tout, donc pour les angles de caméra c'est catastrophique. Mais c'était le seul moyen qu'ils avaient d'avoir pour vraiment pas cher un lieu de tournage, quoi. C'était une maison abandonnée en fait. Et il expliquait que la maison avait été réutilisée plus tard pour le tournage d'un autre truc qui était genre un espèce de drama pour femmes au foyer en mode vraiment gnangnan à l'eau de rose, et que c'était la maison que tu vois dans les téléfilms de Ju-On, quoi. C'est assez marrant de voir ça. Et c'est la même dans le manga d'ailleurs. J'ai reconnu. Ah bah ils sont pas Ouais, fait chier, ils je sont- pense. c'est Ils ont pris le film, ils ont dessiné, hein. C'est un vrai truc. Et est-ce que vous avez repéré des références à des légendes urbaines, par exemple, japonaises, ou à d'autres choses qui font référence à de la culture japonaise dans le film? Bah, il me semble que dans la douche, il y a un yokai qui est La comme main ça. La main, ouais. C'est un yokai? La main en elle-même, non, mais si. Bah, c'est. Enfin, Ah, je crois que tu t'allais à l'affirmative. Non, normalement, enfin, il y a un yokai dans la salle de bain, oui. Alors, il est Ah, mais pas- c'est le lécheur de baignoire, ça n'a rien à voir. Oui, mais bon. Ah, d'accord. Il y a un yokai spécifique à la salle de bain Il lèche la historiquement baignoire lié si tu à l'as la pas salle de lavé. bain. D'accord, mais c'est un gentil yokai ou un méchant yokai? Ah oui, il y a beaucoup de gentils yokai. Celui-là, à mon avis, les gens. Ouais. Il est pas trop méchant, mais je pense que. Peut-être qu'il te lèche toi s'il te tombe dessus après, j'en sais rien. Mais ouais, il est connu pour venir D'accord. lécher ta baignoire quand C'est tu la le laves plus- pas. Et a priori, c'est pour encourager les gens à laver leur baignoire, mais je comprends pas trop le lien de cause à effet. Ensuite, tu as effectivement du coup, j'arrive plus à me souvenir si c'est dans la version japonaise ou américaine. Ce dont tu notais tout à l'heure, là, le visage déformé avec un œil plus gros que l'autre. C'est dans la version japonaise, ouais. Il n'y est pas dans la version américaine du tout. Dans la version américaine, pas dans le 1 Pas dans en le tout 1. cas. D'accord. Dans le 2, c'est suggéré C'est à un avec moment. la désynchronisation De horizontale l'image, sur la télévision de C'est- l'image. ouais, c'est c'est ça, ça, ouais. dont C'est vous ça. parlez. Ouais. Ah, je confonds. Ouais, non, je me souviens plus. Pareil, je sais plus. Dans Non, quelle c'est version. en fait c'est une partie de la scène de la couette, donc qui est beaucoup plus longue dans la version japonaise. Et c'est voilà, en fait, elle se réfugie sous sa couette, la femme, et avant que Kayako apparaisse sous sa couette, il y a son écran de télé qui s'allume, et justement il y a la télé qui bouge. Voilà, il y a une désynchronisation entre les bandes, et ça fait une espèce de forme qui rappelle effectivement un yokai dont tu voulais parler, Mathieu. Oui, alors le nom, Oiwa, mais je c'est Omiya, c'est ça? Oiwa. Oiwa, Oiwa. qui est vachement représenté dans le No, il me semble, et qui est un peu le l'onryo originel, on va dire, c'est-à-dire d'accord. la base de. C'est pour ça que je pensais que c'était dans le film américain en fait, mais c'est un clin d'œil vachement puissant. T'as D'accord. d'autres références à d'autres légendes urbaines, mais c'est plus dans les versions japonaises. Dans The Grudge 2, c'est repris, mais c'est plus dans les versions japonaises. Il y a tout un délire où il y a une lycéenne qui met des feuilles de papier journal pour cacher ses fenêtres. Oui, on dans passe- Ju-On 2, ouais. Dans Ju-On 2, et donc du coup dans The Grudge 2 aussi c'est repris. En fait elle met du papier journal sur ses fenêtres parce qu'elle a vu des fantômes. Ses deux copines sont mortes et elle pense que les esprits de ses deux copines viennent l'observer à sa fenêtre tous les soirs. Donc elle met du papier journal, et à un moment il y a un interstice qui se fait et il y a l'œil d'une de ses amies qui apparaît dedans. Mais en fait, ça, je savais pas, je pensais que c'était vraiment une création pour le film, mais c'est une légende urbaine, une vraie légende urbaine japonaise. Parce que je regardais, je conseille à tout le monde d'ailleurs pour regarder Ju-On, l'excellente version en DVD de HK Vidéo qui est sortie, dans laquelle il y a plein de bonus. Et il y a notamment tout un passage où il y a juste une bougie à l'écran et un monsieur qui nous raconte des légendes urbaines en japonais. Et celle-là en fait partie. Donc en regardant ça, j'ai fait ah tiens, donc en fait il l'avait tiré d'une légende urbaine qui existe déjà. C'est pas Shimizu qui l'a inventé pour le film. Alors, du coup, j'ai eu du mal à la Donc, retrouver voilà, parce que il y a tu m'en ça. avais parlé. C'est Tsukima Onna, donc c'est la fille dans les espaces entre les Ah trucs. oui, C'est un peu dur à traduire. Mais c'est ça, la fille dans les C'est ça, espaces c'est- entre les c'est- trucs. Et en général, c'est par exemple, tu vas avoir deux bibliothèques qui vont être avec, je sais pas, 5 mm ou 1 cm entre les deux, et tu vas avoir un œil, et c'est ce yokai là en fait.
D'accord, et son nom, littéralement, si on devait traduire son nom, ce serait genre la fille des interstices. Tsukima c'est ça, Onna, ouais, la fille des interstices, ouais. Ça, c'est beau, c'est poétique. Et du coup, je pense que là, c'est clairement juste une explication de trucs qui te font irrationnellement peur. C'est-à-dire que quand tu vois un espace sombre entre deux trucs très serrés, des fois, t'as l'impression d'y voir des trucs. Donc clairement, là, c'est une légende. C'est assez récent. C'est plus ce qu'on qualifierait de légende urbaine que de yokai, dans le sens où c'est pas très 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 ancien. Mais c'est quelque chose qui est assez répandu maintenant, ouais. Vous en parliez tout à l'heure, je voudrais revenir sur l'américanisation du film, j'avais 2-3 trucs à apporter là-dessus. Je sais pas si le film a vraiment été hyper américanisé, enfin dans sa structure, dans sa forme, oui, mais en fait, j'avais lu quelques interviews de Shimizu dans lesquelles il disait que même quand il faisait ses films entièrement au Japon, avec des productions japonaises, il a toujours été extrêmement influencé par le cinéma d'horreur américain. C'est vraiment comme ça qu'il s'est fait sa culture cinématographique. Il disait que vraiment dans ses grosses influences, c'est vraiment Freddy et Jason, c'est vraiment les slashers américains des années 80-90. C'est vraiment grâce à ça qu'il a construit sa culture cinématographique horrifique et qu'il y a apporté après voilà les terreurs d'enfance qu'il avait eu, avoir des danseurs de buto, faire des mouvements saccadés, les gens entièrement peints en blanc, qui est en fait un design qu'il a repris pour le personnage de Toshio. Le Toshio qui est entièrement en blanc et à moitié nu, juste en slip et qui apparaît comme ça. C'est pile poil le design de la troupe de buto qui lui avait fait peur quand il était plus jeune. Ouais, Kayako, Donc, les mouvements de Kayako ressemblent aussi beaucoup aux danses buto, pour celles que j'ai pu voir en tout cas. Ils n'ont pas précisé d'où venait Takako Fuji quand elle faisait du théâtre, mais ça me semblerait pas incohérent qu'elle vienne de cette scène-là en tout cas. À fait, ouais. Parce que les mouvements correspondent complètement. D'ailleurs, il y a quelque chose dont j'étais pas sûr au niveau de la signification. Donc, on a beaucoup parlé de Kayako, donc qui a été la femme qui a été tuée par son mari. Il y a Toshio, son enfant, qui a aussi été tué par son mari. Et il y a le chat qui a aussi été tué à ce moment-là. Et Toshio, un des gimmicks de Toshio, c'est de miauler. Est-ce que c'est est-ce qu'il y a une et je sais plus si ça a été expliqué dans les films, mais est-ce qu'il y a eu une espèce de fusion des deux parce qu'ils ont été tous les deux noyés dans la baignoire? J'en parlais avec la personne qui a regardé le film avec moi et c'est exactement la théorie qui m'a sorti. C'est-à-dire que comme ils sont morts dans la même baignoire, peut-être qu'il y a une espèce de fusion qui s'est opérée entre les deux. Moi, mon point de vue personnel sur la question, ce serait plutôt que le seul Onryo ce soit Kayako et que en fait ce soit plutôt des réminiscences de sa famille. On en parlera dans la librairie yokai, mais Kayako elle a énormément de pouvoir parce qu'en tant qu'Onryo elle carbure à la vengeance en gros, et quand tu carbures à la vengeance c'est que t'as été attaqué comme ça, t'en as beaucoup en stock, et je pense plutôt que c'est des espèces de manifestations en fait qu'elle pourrait créer, mais c'est un avis très personnel ça, j'ai pas lu de choses qui corroboreraient ça, mais par rapport à ce que je sais de l'Onryo et de ce qui se passe, ça expliquerait plutôt pourquoi ça se passe de cette façon là. D'accord, donc il est envisageable, si je comprends bien, que Toshio ce soit pas un yokai à part entière, mais une émanation de Kayako. Alors, je suis un peu... En contrebalancement. Ouais, alors en fait, oui, effectivement, tous les gens qu'elle va tuer, elle peut les incarner. Je crois qu'à un moment donné, il y a le petit copain de Jennifer, enfin je sais plus si c'est son copain ou Matthew, qui va sonner à la sonnette et elle regarde et en fait elle le voit et quand elle ouvre la porte, il est plus là. C'est fan. Enfin, c'est les fans de Lost. J'ai oublié qui c'était. Mais... c'est Matthew, il s'appelle. D'accord. Et du coup, elle peut comme ça jouer avec ses victimes en prenant la forme des gens, etc. Mais on voit, ils n'ont pas de volonté. Alors que Toshio, lui, il a une volonté qui est un peu différente. Ce qui ferait supposer que Toshio pourrait être... C'est lui-même un autre Onryo, en fait. Ce qui corroborerait plutôt ça, c'est la manière dont Shimizu voit son personnage. Il y avait des personnes qui ont travaillé avec lui sur le tournage de The Grudge 1 et 2 qui expliquaient que en voyant Shimizu tourner, qui est un comportement assez gamin sur les tournages, c'était peut-être une manière pour lui de transposer sa part d'enfance farceur dans un personnage, et en fait ce serait en fait l'incarnation du réalisateur dans le film, ce serait plutôt Toshio. Et c'est vraiment, s'il y avait un élément personnel qu'il voulait mettre dans le film, c'est plutôt sa part d'enfance, et ce serait à ce moment-là Toshio qui serait plutôt un personnage à part entière qui s'inspirerait de lui directement. Est-ce qu'on en a terminé sur cette partie? J'attendais juste que le bébé yokai... Vous avez le fameux bébé yokai. Ah, il y a un bébé yokai qui... Si on suit cette théorie, qui, je pense, m'a l'air beaucoup mieux que la mienne, en fait, je pense qu'on pourrait complètement envisager que Toshio était tellement proche du chat que finalement, il l'est un petit peu absorbé aussi quand il est décédé dans cette baignoire. Mais je pense pas que le chat soit un yokai à proprement parler. Contre, je pense que c'est vraiment Toshio Kayako, potentiellement Takeo aussi. Quoique, on le voit très peu finalement. Je crois qu'il apparaît juste... Si c'est The Grudge, il apparaît juste à la fin du film, Takeo. Le père. Peut-être qu'il fait un passage express à un autre moment. Il tue l'agent immobilier. Ouais, ça oui.
Mais je crois que c'est la seule chose qui fait vraiment du film Takeo. Je crois qu'on le voit vite fait à un moment donné, mais avec des réserves. Mais effectivement, on le voit vraiment pas beaucoup, alors que c'est un personnage, important quand même. Dans l'histoire globale de la famille Saeki. Et encore moins dans la version américaine, où là vraiment le but c'est de simplifier au maximum l'intrigue de la version japonaise pour que ce soit plus facile à comprendre. Je cite, c'est ce que disait Shimizu, pour que ce soit vraiment plus facile à comprendre pour les Américains. Je sais pas dans quelle mesure c'est lui qui a voulu faire ça ou les studios américains qui ont décidé de l'adapter aux États en remake, mais il y a vraiment une volonté, comme le disait Charles tout à l'heure, de rendre le film beaucoup plus compréhensible, tout en laissant pas mal de pistes d'explication, notamment sur qui est Toshio, etc. Il est, alors, vous me direz, vous pouvez couper si jamais ça vous paraît hors contexte, mais les Japonais, en fait, ont tendance à penser que l'Occident est quand même un territoire complètement mystérieux, et souvent ils ont l'impression que leur propre production ne va pas être comprise. Et du coup, moi j'ai un exemple moins cinématographique, mais dans le jeu vidéo, c'est-à-dire Super Mario Bros. A vachement marché. Super Mario Bros 2, en fait, c'est une sorte de clone du 1 en plus dur au Japon, mais nous, on n'a pas eu le même jeu en 2, on a eu un espèce de Doki Doki, j'ai pas le nom en tête, mais en fait c'est un autre jeu, ils ont pris cet autre jeu et ils ont mis le skin de Mario dessus, et ils l'ont appelé Mario 2, parce que pour eux c'était plus simple pour les Occidentaux de comprendre ce jeu-là en fait. Oui, j'allais dire, le vrai Super Mario Bros 2 n'est pas sorti en Europe. Parce qu'ils pensaient que ça allait être trop dur. C'est vrai. Donc pas compris par... D'accord. Donc ils ont une vision de l'Occident pour laquelle ils adaptent ou non certaines œuvres. Après, je pourrais comprendre honnêtement de la part des studios américains. J'ai beaucoup aimé Ju-On, mais c'est vrai qu'ils demandent un réel effort. C'est-à-dire pour mettre les unes à la suite des autres les différentes parties. Ils demandent un effort. Et c'est vrai que c'est pas forcément... Je pense qu'aujourd'hui, s'il devait être adapté aujourd'hui, il ferait peut-être une adaptation un peu plus littérale, un peu plus proche de l'original, mais fin des années 90, début des années 2000, ce qu'était le film d'horreur peut-être à ce moment-là, en tous les cas le film d'horreur occidental, fait qu'ils ont transformé en quelques flashbacks, comme disait la narration éclatée, mais qu'ils ont en effet complètement supprimé le côté partie éclatée, quoi. C'est marrant ce que tu disais, Mathieu, sur un Super Mario 2 qui n'a rien à voir en Europe et au Japon, parce que ça nous permet de faire une très bonne transition sur Ju-On 2 et The Grudge 2, qui sont deux films qui n'ont absolument rien à voir, puisque donc on précise bien que The Grudge 2 arrive en 2006, donc bien après Ju-On 2 qui est sorti en 2003, c'est-à-dire même avant même la sortie du remake américain. Oui, c'est vrai, on l'a pas précisé, mais on l'a dit dans la partie discussion. Ju-On 1 et Ju-On 2 sont sortis à seulement quelques mois d'intervalle. Ils sont sortis début 2003 et fin 2003 pour Ju-On 1 et 2, tandis que The Grudge est sorti après Ju-On 1 et 2, forcément, et The Grudge 2 est sorti en 2006, donc 3 ans après Ju-On 2. Et donc Shimizu va créer une histoire inédite, parce qu'il va décider sciemment de ne pas adapter son Ju-On 2 aux États-Unis et de faire plutôt une espèce de suite directe du premier The Grudge avec Sarah Michelle Gellar. Sarah Michelle Gellar qui revient, puisque comme ça c'est un des points aussi de l'américanisation de The Grudge, c'est que l'héroïne survit à la fin, ce qui n'est pas quelque chose qui arrive régulièrement dans le cinéma d'horreur asiatique, mais plutôt dans les slashers américains justement du début des années 2000. Donc là c'est typiquement ça. Sarah Michelle Gellar survit à la fin du 1, elle revient cachetonnée dans le 2 pour 20 minutes. 20 minutes. Exactement 30. 30 minutes, dont 5 minutes à l'écran. Puisque c'est entrecoupé de beaucoup de scènes. Donc elle revient dedans, on a une histoire qui est dans la continuité du 1, c'est-à-dire que y a la sœur de Sarah Michelle Gellar qui va venir au Japon à son chevet et se rendre compte qu'il s'est passé quelque chose de bizarre quand même, et qui va enquêter avec un journaliste hongkongais que en fait on a vu, si on s'est vraiment accroché à fond à la saga, dans The Grudge 1.5, qui était une série de courts-métrages d'animation sortis entre le 1 et le 2, qui sont très mauvais, ne les regardez pas, mais qui nous introduit ce personnage de journaliste qui va aider la sœur de Sarah Michelle Gellar à comprendre ce qui s'est passé. Le film va explorer beaucoup plus la mythologie en nous amenant vers la mère de Kayako, qu'on n'avait pas spécialement envie de voir, et qui va nous emmener aussi vers une potentielle sortie de la malédiction du Japon pour l'emmener aux États-Unis,
avec le seul arc intéressant du film qui est l'arc des 3 lycéennes et de la malédiction qui commence à débarquer à Chicago, aux États-Unis, parce que la malédiction prend l'avion visiblement. Oui, j'allais dire, t'as trouvé cet arc intéressant ? C'est un petit peu un des seuls trucs que j'ai trouvé pas recyclé, puisqu'on va préciser quand même que The Grudge 2 est un énorme recyclage. Il y a beaucoup de scènes qui sont directement tirées soit d'un des 2 téléfilms, soit d'un des 2 films japonais. Ah oui, beaucoup d'idées, ouais, tu veux dire. Ouais, et en beaucoup moins bien fait, donc c'est vraiment dommage. Et c'est vrai que l'arc sur la malédiction qui débarque aux États-Unis, c'est le seul truc nouveau finalement qu'on va avoir dans le film avec la mère de Kayako. Et c'est pas très très intéressant. En revanche, Ju-On 2 qui est sorti avant, c'est là que Shimizu avait encore des idées en fait. Il faut savoir que Shimizu a reconnu qu'au moment où il tourne le remake américain de The Grudge, il n'a plus d'idées. C'est un moment où il est artistiquement, il sait pas quoi faire. Et en fait, il va se servir de The Grudge pour réinterpréter sa propre mythologie, l'adapter aux États-Unis, et en fait retrouver le goût de travailler en fait en quelque sorte. C'est pour ça qu'on a un film hybride avec The Grudge qui est vraiment à la frontière entre le Japon et les États-Unis. Mais le Ju-On 2, c'est vraiment le moment où il lâche toutes ses dernières idées. Et c'est hyper intéressant du coup. C'est vraiment l'aboutissement, je trouve, de ce qu'il a fait dans la saga. C'est relativement méta quand même parce qu'on a les victimes sont toutes des personnes qui ont participé au tournage d'une émission sur le surnaturel dans la maison et qui vont mourir les unes après les autres. D'ailleurs, à un moment, on voit un réalisateur de films d'horreur qui a un style un peu similaire à celui de Shimizu, un style vestimentaire assez similaire, un peu inspiré du hip-hop US. Et j'aime beaucoup ce film, donc notamment pour la scène dont je parlais tout à l'heure, parce que ça implique aussi il y a des nouveaux éléments, il y a des nouveaux pouvoirs qu'on attribue à Kayako, mais qui sont cohérents avec tout ce qu'on a vu avant, notamment des anomalies temporelles. Donc c'est peut-être avant ça, juste repréciser en 2-3 phrases le pitch de Ju-On 2. Oui, vas-y, je t'en prie, ouais. Qui est, alors que je vais juste vous parler du début, je ne vais pas vous spoiler le film, mais le film démarre sur un accident de voiture. Il y a un couple qui est au volant, ils essaient de... Ah non, ils voient, on nous suggère une apparition de Toshio sur la route, hors champ, parce qu'il y a pas non plus, il y a plus de budget, mais il n'y a pas non plus le budget pour faire un accident de voiture. La voiture se crache, la femme qui était enceinte fait une fausse couche. On se rend compte après que cette femme, elle est actrice sur le tournage donc, qui se passe dans la maison des Saeki, sur les phénomènes paranormaux, et qui, à l'hôpital, alors que son mari est dans le coma à cause de l'accident, et donc elle a fait sa fausse couche, Toshio va poser sa main sur son ventre et va provoquer quelque chose qui sera en dénouement de Ju-On 2. Donc voilà pour la mise en place de cette histoire. Mais je rejoins complètement ce que tu disais, à savoir que pour le coup là c'est un film où il y a beaucoup d'idées. Il garde le côté divisé en parties de Ju-On 1 avec beaucoup plus de budget et comme tu disais un côté méta. Je sais plus, c'est toi qui arriveras à me dire ça Mathias, c'est Urban Legend 2 ou 3 qui se passait sur un tournage et qui avait un côté très méta. C'était dans le 2. Le 3, c'est celui qui est nul avec les légendes urbaines type Bloody Mary et tout. Non, c'est dans le 2 qui a un tournage. J'ai eu l'impression d'avoir à nouveau ce genre de choses-là, où on a un tournage, donc on a des caméras, on a une mise en abîme finalement du tournage de l'émission. Et je suis assez d'accord avec toi avec ce que tu as dit au début, à savoir que de tous les films The Grudge qui sont sortis, c'est de très très loin mon préféré. Vous avez vu, vous, Ju-On 2, Amandine, Mathieu ? Pas du tout. Eh bien, nous vous le conseillons. Maintenant que je suis repartie avec The Grudge sur les films d'horreur, je vais peut-être m'y remettre, on sait jamais. Alors attention, ça fait un peu plus peur que The Grudge avec Sarah Michelle Gellar, je préviens. Je me dis, il y a vraiment 2-3 scènes. Peut-être le regarder. Il y a vraiment des scènes marquantes. Sur Netflix, dans le métro, ça pourrait être... Ça pourrait aller, je pense. Ju-On est sur Netflix au Japon ? Je crois pas. Non, il n'y est pas. Ou alors il n'y a que la série japonaise, parce que The Grudge, version américaine, n'y est pas, c'est certain. Ah oui, non, bien sûr, je parle de la version japonaise. Mais peut-être que la série japonaise est peut-être sur Netflix, ouais. Attends, je peux regarder. Vous avez de la chance. Je vais juste vous détailler avant qu'on passe à la fin. The Grudge, en fait, c'est plus qu'un film, c'est un univers cinématographique, c'est même 2 univers cinématographiques étendus, puisqu'il y a un embranchement qui se fait en fait à partir du moment où il y a un remake américain. Tous les 3 films américains suivent une autre continuité. Donc aux USA, nous avons donc The Grudge 2 dont on a parlé, qui est pas très bien, puis The Grudge 3 qui est encore moins bien, qui est sorti en 2009, qui est un direct ou DVD dans lequel il y a plus personne. Il y a plus personne de l'équipe. Il y a plus personne de l'équipe, c'est-à-dire que Shimizu est uniquement là en producteur pour toucher quelques sous, mais il n'a rien à voir avec le côté artistique du jeu, puisqu'à ce moment-là, tu me disais, Charles, qu'il travaillait sur le jeu vidéo, il me semble. Alors, je pense pas que ce soit la raison pour laquelle il a pas bossé sur le
le film. Mais en effet, je pense qu'il s'est écarté de lui-même des volontés de The Grudge 3. Et ce qui est assez marrant, puisque en parallèle, en fait, il bossait avec un studio japonais pour réaliser le film le jeu vidéo Ju-On The Grudge, sorti sur Wii en 2009, duquel on parlera dans la librairie Yokai. Et donc oui, je pense que c'était pour fêter les 10 ans. C'était pour fêter les 10 ans de la saga The Grudge Ju-On. Donc 2009-99, j'imagine que le premier téléfilm est sorti en 99. C'était pour fêter les 10 ans de Ju-On que ce jeu vidéo est sorti. Donc oui, je pense qu'il était plus occupé à faire un mauvais jeu vidéo qu'à faire un mauvais film. C'est un anniversaire qui a pas mal été célébré puisque je disais il y a la version américaine donc The Grudge 3 qui est vraiment nulle et sinon au Japon en fait après la sortie du 2 il s'est passé beaucoup d'années avant qu'il y ait quelque chose qui sorte et c'est justement en 2009 que sortent Ju-On White Ghost et Ju-On Black Ghost qui sortent en même temps qui n'ont rien à voir avec la famille Saeki. C'est encore une fois des histoires de Onryo mais ça a rien à voir avec les Ju-On de base, c'est vraiment uniquement pour faire de la thune en surfant sur les 10 ans de la sortie du premier film, que Shimizu a produit d'ailleurs, parce que je pense qu'il voulait encore une fois toucher un petit peu d'argent. Et en 2014, là, vraiment plus rien à voir avec Shimizu, nous avons Ju-On The Beginning of the End qui sort, c'est un reboot de la saga, et il sera suivi en 2015 de Ju-On The Final Curse, qui est a priori lui aussi pas terrible. Et enfin, un film dont j'ai envie de parler. Enfin on termine en fanfare. Par Sadako versus Kayako, sorti en 2016. Sadako, qui est le yokai de The Ring. Exactement, donc c'est The Ring versus The Grudge, la Battaglia dei Demoni, dans sa seule version européenne qui est la version italienne. Il n'est pas sorti ailleurs qu'en Italie, en Europe. Mais sur internet, il est trouvable assez facilement. Ce film, c'est tellement ridicule qu'il a d'abord été teasé comme un poisson d'avril quand même. Oui, le 1er c'était avril un poisson 2015. d'avril. Le 1er avril 2015, en effet, c'était un poisson d'avril, c'était pas censé être un vrai film. Et après, ils ont confirmé que oui, il y en aurait bien un. Alors, est-ce que je vous le conseille ? Pas forcément, c'est pas un moment désagréable, je me suis plutôt marré devant, c'est vraiment débilos. C'est pour le coup, on parlait de différence entre film américain et film japonais, là c'est vraiment très très ricain. Là c'est vraiment la structure alors que du c'est un film japonais. C'est ça qui est fou. C'est un film japonais, mais alors là pour le coup, on est complètement dans l'américanisation de Ju-On et du coup de The Ring. Et alors je suis désolé, je vais dévoiler les coulisses, mais Mathias, je vois que tu as mis dans les notes le Freddy contre Jason japonais. Alors je m'en veux parce que j'ai pas mis ça pour parce ça. qu'on en parlait en off. Laisse-moi développer ça. J'ai mis le Freddy contre Jason japonais parce que je pense sincèrement que les producteurs de Sadako vs Kayako ont vu Freddy contre Jason, ont vu comment c'était rythmé, ont vu la thune qu'ils se sont fait, et ils se sont dit il faudrait qu'on fasse ça avec nos deux gros monstres du cinéma japonais, enfin nos deux esprits vraiment flippants. Et ils ont voulu faire ça. C'est vraiment ultra marketing. Il y a eu plein de trucs. Il y a eu une collection de maquillage Hello Kitty X Sadako versus Kayako. Il y a eu énormément de marketing autour de ce film, qui n'est pas un bon film, qui n'a pas spécialement overperformé. Enfin, si, il a plutôt pas mal performé. Je crois qu'il a fait 1 milliard de yens, si je me souviens bien. Donc c'est pas mal. Alors, je sais pas combien ça fait en dollars. C'est moins que Ju-On 2. Tu retires de 0. Mais c'est le plus gros succès. Tu retires de 0 à 1 milliard. Donc 10 millions. Ah d'accord, ok. Ouais, ce qui est pas mal hein, pour un film sur le sol japonais. Donc ça c'est uniquement sur le sol japonais que ça a fait ça parce qu'il n'a pas eu énormément de sorties à l'international. Mais ils ont quasiment atteint le nombre d'entrées au Japon de Ju-On 2, qui était à ce jour qui était avant le film qui avait le mieux marché au box-office au Japon. Donc voilà, ils ont matraqué le truc. Ah bah j'aimerais bien. J'aimerais bien un Godzilla Kayako ou quelque chose comme ça quoi. Ah non mais ça va être encore mieux parce que est-ce que je peux spoiler le twist final de Sadako versus Kayako? Je sais pas, quand même, je veux pas laisser la surprise aux gens. Alors ouais, bon, il se passe un truc à la fin de Sadako versus Kayako qui pour moi donne lieu à toutes les suites les plus absurdes du monde qu'il pourrait y avoir. Donc j'ai hâte. Voilà, je vous dis pas ce qui se passe, regardez-le, c'est marrant. Quand même, juste pour préciser, pour que vous n'ayez pas non plus de mauvaises surprises, dans le sens, je disais ça aussi dans le sens où Freddy contre Jason a quelque chose d'extrêmement satisfaisant dans le fait de voir Freddy et Jason se battre à la fois dans le monde de Freddy où Freddy est gagnant puisqu'il est dans le monde des rêves et à la fois dans le monde réel où là le combat est beaucoup plus équilibré et on est très content de les voir se battre. Là en l'occurrence, Sadako versus Kayako, les scènes de combat sont extrêmement limitées et on est face à moitié hors champ en plus. Et en plus, il y a des combats qui se passent hors champ. Ça se passe
tout à la fin. Il faut vraiment attendre les 10 dernières minutes. Et honnêtement, c'est pas très satisfaisant parce que tout simplement, elles utilisent leur pouvoir, mais elles marchent tout aussi lentement que dans les autres films. Donc en fait, même le combat est extrêmement mou. En fait, t'as l'impression de voir deux meufs bourrées en fin de soirée qui se battent à la fin. Ouais, il y a un petit peu de ça. C'est un petit peu étrange. Et donc du coup, je vois pas non plus l'intérêt de les faire se battre de cette manière-là. Et puis il y a aucun intérêt pour la mythologie. Hein. C'est-à-dire que là, ça prend la mythologie des deux et ça la savate dans tous les sens. Et ça n'a plus aucun intérêt. Là, on passe de 7 jours de malédiction à 2 jours. Tu vas mourir dans les 48 heures si tu regardes la vidéo maudite. Et Kayako, il n'y a vraiment plus aucune notion de côté dramatique qu'on a pu avoir dans les films d'origine où quand même on parle de violence conjugale. Enfin, il y a vraiment un background. Là, c'est juste non, c'est une dame, elle est dans la maison, elle tue des gens. Il y a vraiment rien d'autre. Mais après, je pense que c'est important de notifier que autant Sadako que Kayako, c'est vraiment devenu des espèces d'idoles en fait au Japon. C'est-à-dire que même si c'est quelque chose qui a fait flipper toute une génération qui continue, les jeunes femmes ont tendance à faire beaucoup des cosplays. C'est pour ça que tu parles de maquillage, ça me choque pas trop en fait parce que mention spéciale au cosplay de Sadako où c'est une télé en fait, quelqu'un qui se balade avec une télé et marche à 4 pattes parce qu'il sort de la télé en fait. J'adore ce cosplay. Ah oui, je l'ai vu, mais oui, évidemment. oui, je vois tout à fait. Même si c'est quelque chose qui fait peur et machin, bah, finalement c'est beaucoup apprécié et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont fait ce genre de film. C'est un peu pour faire plaisir aux gens, tu vois. Je pense que c'est extrêmement jouissif quand t'as deux idoles que t'adores qui vont se mettre sur la gueule comme ça. un no-brainer, j'ai l'impression quand même. Ouais. Ah oui, vraiment tu mets ton cerveau sur off quand tu regardes le film. Hein. Vraiment, c'est le film popcorn par excellence. Mais franchement, pour un soir d'Halloween, il y a moyen de se marrer un peu parce que c'est vraiment foutu comme un film concon américain, donc c'est très rythmé quoi. C'est-à-dire qu'il y a très peu de temps mort. Sauf quand elle marche. Les morts s'enchaînent, donc ça va. C'est pas un bon film, mais c'est un bon produit de divertissement, je trouve. Ça passe. C'est tout ce que j'avais à dire sur Sadako versus Kayako. Non, mais c'est déjà. Mais c'est mieux que The Grudge 3, par exemple. Voilà, si vous voulez un point de comparaison. Il va falloir faire un ranking après l'émission sur tous ceux que vous avez vus, lesquels. Ouais, je pense que The Grudge 2 et The Grudge 3 arrivent assez facilement tout en bas. Et peut-être terminer enfin sur cet univers The Grudge en disant qu'un reboot est prévu, quand même. Un reboot est prévu et que il va pas arriver forcément tout de suite. Hein. Il y a des problèmes de droit, je crois. Mais... Ouais, il y a des problèmes de droit, mais que donc c'est censé introduire une nouvelle mythologie. Donc je sais pas honnêtement comment ça va se goupiller, mais on n'est pas à l'abri d'avoir encore une saga The Grudge. Ouais, pour le moment, c'est Ishii qui était un des producteurs de la saga Ju-On depuis le début, qui n'a pas été consulté et qui en fait du coup dit comment ça vous m'avez pas consulté, moi je veux choper de l'argent. Donc du coup c'est principalement pour ça que ça bloque. Tu crois normalement je crois qu'il devrait y avoir John Cho au casting. Non, je sais pas ce qu'il vient faire dans cette galère, mais en tout cas oui, normalement c'était prévu initialement pour 2019, peut-être pour 2020. Oui, pour 2020 et en fait finalement ce sera peut-être même pour plus tard. Donc ouais, visiblement tu disais ce serait un reboot. Je sais pas si on a vraiment envie de revoir ça. Surtout que les reboots de Ju-On au Japon en 2014 et 2015 n'ont pas forcément été des énormes succès. Donc, et surtout que l'arrivée de Rings, qui était le nouveau Ring nul avec la fameuse scène où Sadako apparaît dans des écrans dans un avion, parce que pourquoi pas parce que c'est marrant, n'a pas très bien marché non plus. Donc je vois pas l'intérêt de lancer un reboot aux États-Unis. Mais bon, on verra bien ce que ça donne. Hein. En tout cas, j'irai le voir. Hein. Bah écoutez, je pense qu'on en a fini. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, Amandine, Mathieu ? On peut nous retrouver sur notre podcast puisque nous aussi nous allons parler de Kayako. Nous allons parler de Kayako. Alors on va plutôt s'intéresser au Onryo pour vous expliquer en long, en large, en travers qu'est-ce qu'un Onryo, quel est le lore et les légendes derrière ça. Mais on va évidemment s'intéresser au film avec vous en invité, mais plutôt au travers de ces supports pop culture. Donc je crois qu'on va parler manga avec Mathias et jeux vidéo avec Charles. Le terrible manga de Ju-On. Donc un épisode que vous pourrez retrouver à la librairie Yokai. Donc pour nous chercher, c'est simple, la librairie Yokai. Et toi Mathieu, tu as ton podcast aussi. Oui, j'ai créé un podcast ça va faire 2 ans bientôt, Mensetsu, qui veut dire entretien en japonais, dans lequel j'interviewe des francophones qui vivent au Japon. Donc il y a de tout, il y a des gens qui sont arrivés depuis 1 an, il y en a ça fait 15 ans qui sont là, et ils racontent un peu leur relation avec le Japon. En général, ces premières parties, ils parlent d'eux, comment ils sont arrivés au Japon, et la deuxième partie, ils parlent de leur relation. Je pensais que tu avais fini, Mathieu, désolé. Je voulais juste dire, le Twitter, c'est @mensetsuky.
allez vous abonner. Nous, en tout cas, on les suit. Vous pouvez nous retrouver, nous, sur @IFRPodcast sur Twitter et @BDM le podcast si vous voulez suivre les actualités aussi du Bureau des Mystères, qui revient bientôt. Hein. Vous êtes nombreux à nous demander quand est-ce qu'il revient. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre page Facebook, Charles et Mathias. Et écoutez, il nous reste à vous dire à la prochaine fois. Et d'ici là, enlevez vos chaussures quand vous rentrez dans des maisons japonaises peut-être. Ça vous évitera d'être complètement maudit. Allez. Tsukaresama desu. Tsukaresama desu.